Voilà, bonjour à tous. Pour le week-end d'Amasio qui a lieu dans le cadre du festival Numeric Games, il y a plusieurs événements qui ont été prévus. Il y a eu des discussions, il y a eu un spectacle, et puis il y a aussi eu un entretien entre Alain Damasio et puis 3 étudiants de la section de français de l'Université de Lausanne. Il s'avère que ces 3 étudiants font partie d'une classe qui a étudié un recueil de nouvelles d'Alain Damasio qui s'appelle « Aucun souvenir assez solide ». C'est donc la preuve qu'on étudie aujourd'hui Alain Damasio à l'Université de Lausanne. Et quand j'ai proposé aux étudiants de savoir dans quelle mesure ils voulaient discuter avec Alain Damasio, lui poser des questions sur ce qu'ils avaient vu, mais aussi sur pas mal d'autres choses qui pouvaient les préoccuper, ils ont été assez vite enchantés. Donc je suis ravi de pouvoir les entendre parler, les entendre s'entretenir aussi avec un auteur tel que Alain Damasio. Et puis j'espère que ça vous plaira de voir aussi un peu comment les nouvelles générations s'emparent de ces textes, de ces récits et de ces auteurs. Numeric Games Festival, c'est à la fois un festival qui aura lieu au mois d'août, mais c'est aussi entre mars 2021 et août 2021 un ensemble d'événements, de week-ends, chacun avec une thématique spécifique. Je suis d'ailleurs assez ravi d'avoir pu faire ces événements-là, grâce à nos partenaires que je tenais à remercier maintenant, l'Université de Lausanne et la HEIGVD comme coproducteurs du festival, le FIFDH, le canton de Vaud et le théâtre Benoît Besson pour les partenaires spécifiques au week-end dédié à Alain Damasio, et puis l'ensemble des partenaires qui soutiennent le festival depuis plusieurs années, ou ceux qui nous ont rejoints dernièrement. C'est grâce à vous toutes et tous que ces différents événements peuvent se faire. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici. Je pense que c'est vraiment une chance pour des étudiants de l'Uni de pouvoir rencontrer un auteur dont on a lu une œuvre en classe. Et c'est extrêmement rare, je pense, de pouvoir rencontrer aussi un auteur qui est vivant, parce que la plupart des auteurs qu'on a l'occasion de lire, c'est des personnes qui sont malheureusement décédées. Et du coup, on a eu l'occasion de lire certaines de vos nouvelles, de votre recueil Aucun souvenir assez solide. Et on a eu la chance aussi d'en travailler plusieurs en détail, mais malheureusement, on n'a pas pu toutes les faire par manque de temps. Et une des nouvelles qui m'a le plus touchée, moi personnellement, c'est Elle les vire. Cette nouvelle où le personnage va finir par écrire sur le ciel avec son sang. Et pour ma part, je suis quelqu'un qui écrit de temps en temps. Enfin, quand j'ai l'inspiration, quand quelque chose me parle, j'écris pour me décharger et pour évacuer un peu. Et j'ai toujours trouvé que l'écriture, c'était vraiment un don de soi. Et c'est ce que j'ai l'impression qu'on ressent quand on lit Elle les vire. Mais c'est vrai que je me demandais quel était réellement le sens qu'il y avait derrière cette nouvelle, et surtout le message que vous voulez transmettre à travers cette nouvelle, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'analyser en détail. Et c'est vrai qu'elle m'a vraiment touchée par le fait justement d'écrire avec son sang sur le ciel, parce qu'il y a du coup une sorte de rapport entre l'homme et le monde, du coup, dans l'écriture qui forme ce rapport entre les deux. Et j'aurais aimé savoir justement quel était le message qu'il y avait derrière tout ça. Ouais, alors, Elle les vire et le livre, c'est vraiment pas un texte à message, en fait, je pense, quoi. C'est un des rares textes qui relève chez moi du conte, vraiment ou de la parabole, je sais pas comment on peut dire. Je pense que c'est vraiment un texte de trip. C'est un texte que j'ai écrit après avoir été en Australie, avoir fait une partie de vélo dans le désert en particulier, quoi, et notamment à Uluru, ce fameux endroit absolument dément, quoi, dans le désert orange australien. Et c'est ma grosse période malarméenne aussi, quoi. Voilà, c'est une période où je lisais Mallarmé en boucle à peu près. Et surtout, moi je suis un très mauvais lecteur, donc je fais que relire. Voilà, je suis un relecteur avant d'être un lecteur. Je découvre très peu de nouveaux textes. J'ai une culture absolument déplorable d'un point de vue romanesque et même poétique. J'ai vraiment très peu de textes, mais par contre les textes de Mallarmé, je les ai beaucoup relus jusqu'à temps que j'essaye de comprendre ou d'intégrer ce qu'il fait. Et sur Elle les vire et le livre, il y a vraiment l'influence du grand livre mallarméen, quoi, de cette idée, comme il dit, d'un livre qui soit architectural et prémédité, quoi. J'adore cette expression, architectural et prémédité, il dit tout avec ça, quoi. Un livre qui soit un livre architectural et prémédité. Et la figure de l'écrivain, du scribe, voilà, qu'est-ce que ça veut dire aller au bout, qu'est-ce que ça serait aller au bout de l'écriture. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la science-fiction ayant cette espèce de particularité de vouloir réaliser, ou moi des fois je dis même réaliser la métaphore, quoi, tu vois, c'est-à-dire la descendre, la scratcher,
ouais, l'écraser sur le réel. Quand tu te dis qu'est-ce que c'est qu'un écrivain qui va au bout, bah, tu prends la métaphore au sens le plus strict. C'est un scribe, c'est quelqu'un qui est là juste pour écrire, quoi, écrire des lettres, et qui est mis au défi d'écrire les lettres d'une taille 2 fois plus grande à chaque 2 mots, je crois, c'est ça, Ouais, c'est ça. je me souviens de la nouvelle, tous les 2 mots, tu es obligé de doubler la taille des lettres. Et c'est un peu comme ce délire des grains de riz sur le plateau d'échecs, où tu l'as doublé à chaque fois, et puis tu arrives à des sommes colossales. Évidemment, très très vite, tu as des tailles de lettres qui sont quasiment insurmontables, qui dépassent les capacités humaines à le faire. Et je me suis laissé piéger par ma propre nouvelle, en me disant, mais comment je répondrais, comment j'arriverais à écrire à partir du moment où les lettres commencent à faire 1000 km, puis 2000 km, comment tu peux faire ça, sur quelle surface, quoi. Et m'intéressait beaucoup l'enjeu des surfaces. Écrire, ok, mais écrire sur quelle surface? C'était ça plutôt le défi, c'est trouver la surface dans laquelle tu peux écrire des lettres aussi grosses. Et donc il y avait cet enjeu, quoi. Et après il y avait aussi cette espèce de fascination totalement post-adolescente que j'ai, et j'ai toujours gardé sur la phrase de Nietzsche qui dit « écris avec ton sang et tu verras que le sang est esprit ». Et évidemment, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que ça veut dire « tu verras que le sang est esprit ». Et moi, dans mon interprétation, bah, j'ai toujours eu cette idée que le sang, c'est ce qui coule, voilà. C'est ce qui flue, c'est ce qui est le fluide intérieur, c'est un fluide qui passe par capillarité dans quasiment tous les organes. C'est quelque chose qui se répartit, qui part en delta, qui accélère, qui peut être très très pulsif dans les artères, et au contraire très lent et très coagulé dans certains organes où il y a très très peu de sang qui arrive. Et pour moi, je me suis dit, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je me suis dit, bah ouais, l'écriture c'est un écoulement de fluide, et c'est le premier écoulement qu'on ait, c'est l'écoulement du sang dans nos veines, et que quand tu comprends profondément ça, bah, tu te dis l'esprit c'est la même chose, quoi. Écrire c'est la capacité à faire couler. Donc comment tu fais fluer, comment tu fais couler. Et il y a une chose qu'on ne dit pas assez sur le mot rythme, on parle beaucoup de rythme, tous les écrivains parlent de rythme, tous les musiciens parlent de rythme, tout le monde parle de rythme sans arrêt. Et on oublie que rhythmos, en fait, ça veut dire manière de fluer. Voilà. Ça ne veut pas dire cadence, ça ne veut pas dire beat, ça veut dire manière de fluer. Voilà. Comment tu flues, comment tu fais fluer les choses, quoi. Et la manière de fluer, c'est autant, voilà, un fleuve qui coule qu'un torrent, comme je disais tout à l'heure, ou une autre forme de... Et donc, voilà, je suis un peu sur cet angle-là, sur lire le livre, mais enfin, pour moi, c'est une nouvelle archétypale un peu de ma manière, c'est-à-dire que c'est une nouvelle archétypale d'une espèce comment je peux appeler ça, de compulsion narrative que j'ai compris très tard. J'ai une compulsion narrative à l'épreuve. Voilà. Je décris et écris énormément des épreuves. Voilà. Et ma construction narrative est souvent articulée autour d'une épreuve. Quand tu regardes le début des Furtifs, c'est une épreuve d'accession au statut de chasseur de furtifs. Quand tu regardes la Horde, ça démarre sur l'épreuve du furvent et de la capacité à le dépasser. Quand tu démarres la zone du dehors, c'est l'épreuve d'être capable d'aller dans le dehors malgré les caméras de surveillance, malgré les poteaux, malgré la traçabilité, etc. Et en fait, bon, bah, c'est une structure, je pense, adolescente que j'ai acquis à cause de mon père, quoi, qui était entraîneur de foot, et moi je jouais beaucoup au foot, et chaque match était une épreuve, et j'ai été construit en fait mentalement sur la logique d'une épreuve à passer et à essayer de surpasser, quoi. Voilà. Donc Elsevier, c'est l'archétype de la structure narrative de l'épreuve, mais porté sur mon propre travail d'écrivain et avec une métaphore réifiée, réalisée, quoi, le plus bourrinement possible, quoi. Et du coup, du coup, ça donne plein de poésie derrière. Mais ouais. Et du coup, on retrouve forcément dans cette nouvelle cette idée d'essence de vie un peu qui est représentée par le sang, et puis de dépassement de soi, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez vous, ouais. Cette idée de se dépasser, que ce soit dans n'importe lequel de vos personnages, dans vos nouvelles, il y a toujours cette idée d'aller se dépasser, de faire de son mieux, de dépasser aussi l'immobilisme, on en parlera certainement plus tard. Donc j'imagine aussi que le sang, ouais, c'est l'essence vitale qui permet d'aller au bout de l'épreuve. Ouais. Et puis je pense que je suis victime aussi d'une espèce de structure de pensée qui est héritée du néolibéralisme, hein, ce côté qu'on appelle mélioratif, quoi, c'est-à-dire constamment s'améliorer, être de plus en plus performant. Tu vois, on est prisonnier aussi de ces logiques mélioratives, et je pense qu'elles nous influencent malgré tout dans ce qu'on fait. En tout cas, moi, j'ai été piégé par ça, je crois, pas mal. J'essaie d'en sortir maintenant, tu vois, ce côté amélioratif. J'essaie de me dire, bon, attends, ok, t'as amélioré, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que tu entends par ça? Et d'éviter en tout cas la dimension performative de cet aspect-là. Donc là, c'est en tout cas prisonnier énormément de ces logiques, quoi. C'est clair, ouais. Mais
Je sais pas, c'est ultra efficace narrativement le principe de l'épreuve. Scénaristiquement, c'est parce que tu as un antagonisme, tu as un dépassement du personnage. Si tu veux, dans l'arc narratif du personnage, ça permet d'amorcer une courbe d'arc qui est une courbe ascendante. C'est extrêmement précieux, en fait, quand tu construis un perso. C'est pour ça que c'est une figure qu'on retrouve beaucoup, quoi. Après, c'est marrant, dans cette nouvelle, après coup, moi, ce que j'adore, c'est les valets de matière. Voilà. Ouais, là, c'est vraiment une dimension poétique du texte que je trouve absolument dément, que chaque fois un valet de matière vient pour lui parler, et le valet de velours, et le valet de sable, et le valet de ciel, et puis le valet de... Et ça, je trouve ça dément, je sais pas ce que ça veut dire, mais j'adore ce truc-là, j'adore cette dimension purement matiériste. J'ai jamais fait ça ailleurs, quoi. C'est vraiment propre à la nouvelle, et c'est... Des fois, c'est des trouvailles adjacentes dans une nouvelle dont finalement, après, t'es le plus fier ou qui t'épate le plus quand tu relis la nouvelle. Tu te dis, mais pourquoi c'est là, ces valets de matière? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et comment, du coup, vous avez choisi d'inclure Ellévir au milieu de ces nouvelles qui ont toutes à peu près un message, avec un univers très construit? Comment Ellévir en est arrivé là Alors ça, c'est... Là, je suis encore mal armé, mais tu sais, quand il parle de divagation, il fait une intro, il dit un livre comme je les aime pas se épare et privé d'architecture, tu vois. Nul n'échappe décidément en reportage et machin, et voudrait-il y échapper en produit pour soi, machin. Et là, c'est pareil, c'est un recueil qui s'étale sur 10 ans, avec des nouvelles qui sont parties, des nouvelles qui étaient destinées à des magazines, des nouvelles qui étaient des nouvelles personnelles que j'avais fait pour moi, des nouvelles que j'avais fait pour un libelle d'étudiants, c'est le cas de Ellévir. C'était pour le DESS d'édition de la Sorbonne, je l'avais fait pour un copain qui était dans ce DESS. Donc il n'y a pas du tout de cohérence à ce que ça soit là-dedans. Il ne faut pas essayer de trouver une espèce d'architecture globale du recueil. C'est n'importe quoi, parce que c'est des bouts épars. Et la seule cohérence vient du fait que c'est le même auteur, mais voilà, c'est tout. Ok, merci. Justement, vous avez parlé de l'écriture, et c'est justement la question que je voulais vous poser. C'est qu'en fait, on remarque que votre manière d'écrire, c'est intrinsèquement lié à l'univers. Chaque nouvelle, on voit qu'elle a sa propre identité. Et justement, quand on change de nouvelle, on se dit, on n'a pas l'impression que c'est forcément le même auteur, on a l'impression de passer à toute autre chose. Et justement, par exemple, dans les haut-parleurs, vous utilisez ces TR pour les royalties. Et justement, évidemment, on ne peut pas lire oralement un tel texte parce qu'on ne pourrait pas voir ce genre de choses. Et puis, c'est vraiment des textes qu'on ne peut que lire. Et aussi, ce que je voulais vous demander, vraiment, c'est comment vous faites le lien entre l'écrit et l'histoire et l'univers que vous racontez? Ouais, comment j'arrive à... C'est-à-dire notamment quel choix je vais faire, stylistique ou syntaxique, ou des choix de narration par rapport à l'univers, c'est ça? Par rapport à... Alors, bon, moi j'essaye d'avoir une espèce d'osmose la plus forte possible, de symbiose en tout cas la plus forte possible. Si par exemple, je ne sais pas si vous avez lu Ça me va mieux, vous l'avez lu celui-là ou pas? Ouais. Qui est une nouvelle sur la schizophrénie. Il était évident pour moi que dans cette nouvelle, je voulais pas écrire le texte si j'étais pas capable grammaticalement, ou en tout cas dans la langue même, d'exprimer la schise. Voilà, il fallait que la schise, le clivage intérieur, soit exprimable directement dans la grammaire, dans la syntaxe, dans le style même du personnage. Et du coup, l'idée que j'ai trouvée, c'était de jouer sur une espèce de balayage entre les pronoms personnels, de dire je, tu, il, nous, vous, il, etc. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de sauter de tu à je, de tu à il, de nous à vous, etc. C'est-à-dire que voilà, la procédure d'énonciation était parfois collective, parfois individuelle, parfois adressée en quas, ou parfois au contraire endossée en je. Et que ça devait se doubler d'une espèce de clivage aussi des temporalités, quoi. C'est-à-dire que effectivement, de parler parfois à l'indicatif présent, parfois au futur, parfois au passé, et que toutes ces strates de langage qui normalement sont cohérentes, tu vois, à l'intérieur en tout cas d'un même paragraphe, ne le soient plus du tout. Et qu'on sente la schise et le clivage. Donc, pour moi, ça devait être parfaitement osmotique avec la dimension de schizophrénie de l'univers. Voilà. Donc ça, c'est très précieux, c'est très important pour moi. C'est pour ça que j'écris en polyphonie aussi, c'est qu'à des moments, si je raconte l'histoire d'une horde, je ne veux pas la raconter de l'extérieur par un narrateur omniscient. Je ne peux la raconter que de l'intérieur, et je ne peux la raconter que de façon, moi j'appelle polyphrénique, quoi, parce que le phrène, c'est l'esprit, quoi. C'est de façon polyphrénique, c'est-à-dire de plusieurs esprits à la fois, mais qui tous disent je, et qui sont vécus comme des subjectivités. Sinon, il n'y a pas de récit possible de la horde, il n'y a pas de récit possible d'un collectif qui est ensemble, il n'y a pas de circulation du lecteur à travers les pôles de narration, et ça c'était hyper important. Pour moi, la horde, la seule grande, vraie, bonne idée du livre, c'est que en narrant en polyphonie comme je l'ai fait, j'oblige le lecteur à circuler
entre chaque pôle narratif. C'est lui qui fait le chemin entre Aoi, Sov, Caracol, etc., qui circule entre les pôles narratifs. Et du coup, en circulant, c'est lui qui fait le tissage. C'est lui qui assure le tissage de la Horde, et c'est lui qui construit le lien de la Horde, parce qu'il est obligé, à chaque fois, à cause des ellipses, entre ce que dit Orochi, puis ce que dit Sov, puis ce que dit Golgoth, à chaque fois, il y a une ellipse narrative. Bah, tu es obligé, toi, de faire le boulot de liaison, et donc c'est toi qui tisses la Horde. Tu vois, et ça, je l'utilise beaucoup dans beaucoup de textes pour restituer la notion de collectif, quoi. Donc, ouais, c'est le cas à chaque fois sur un... Par exemple, tu vois, si je reprends Ellévir, dans Ellévir, il y a une dimension très malarmienne sur les entames, avec une espèce d'incantation, tu vois, et qui va poser une dimension très poétique, donc qui est pour moi adéquate à l'univers, quoi. C'est, si je prends, bien sûr, les haut-parleurs, il faut rendre la lecture extrêmement difficile en saturant de petits signes de marques enregistrées, pour montrer à quel point l'appréhension du capitalisme sur le langage aboutirait, comme l'a dit Marc Atala, à une sorte de ralentissement, de coagulation, d'incapacité de parler, ou en tout cas de lire, et rendrait tout absolument imbitable, enfin inassimilable, intolérable, quoi. Et donc tu le fais par la langue elle-même, en la saturant de R et de C, tu vois. Voilà, c'est... Donc à chaque fois, si tu veux, j'essaye de coupler, je me dis, ok, l'univers c'est ça. Et j'ai toujours l'univers d'abord, hein. Donc ça c'est particulier à mon travail. J'ai d'abord l'univers, j'ai d'abord le cœur concept, puis ensuite l'univers qui correspond au cœur concept, puis ensuite les personnages généralement, et ensuite seulement à la fin la narration. C'est-à-dire que l'histoire, c'est très rare que je l'ai au début. L'histoire est une espèce de catalyse ou de précipité chimique de ce qu'est le cœur concept qui donne l'univers, qui donne les personnages, et les personnages d'eux-mêmes, par leurs arcs, vont définir une histoire. Donc l'histoire, la narration vient vraiment à la fin, tu vois, mais par contre, elle doit être exprimée dans la structure de l'univers. Il faut que l'univers, stylistiquement, corresponde à ce que je veux rendre. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. En tout cas, j'essaie de viser une fusion la plus forte possible entre les deux, quoi. Ouais. Donc, le mode narratif, la syntaxe, le style doivent être au maximum l'expression du cœur concept de la nouvelle, quoi. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Mais... Justement, pour ma part, ça me permet de rebondir. Vous venez de parler de syntaxe et auparavant justement de votre traitement des personnages, de la narration, de l'histoire. Mais j'ai remarqué que souvent dans vos interviews, on vous demande de vous prononcer sur telle ou telle avancée technologique, sur le transhumanisme dans les robots, la politique. Mais souvent, on ne vous demande pas réellement, alors que vous êtes pourtant écrivain, de vous prononcer sur votre rapport à la langue, aux mots, à la syntaxe. Et donc moi, si je vous ai justement fait part de cet extrait, c'est pour qu'avec l'extrait à l'appui, vous nous parliez justement de comment est-ce que vous élaborez votre texte, comment vous faites dialoguer le fond et la forme. Et surtout, donc la nouvelle en l'occurrence, c'est Anna à travers la harpe. Ouais. Une autre question, c'est quand et pourquoi vous avez écrit cette nouvelle ? Alors ça, c'est vraiment une nouvelle presque, j'ai envie de dire, autobiographique. Je l'ai écrit vraiment au moment où j'ai eu ma première fille, Alyosha, et elle avait, à l'époque, elle devait avoir 2 ans, peut-être 3, mais même pas, je pense qu'elle avait 2 ans. Et comme beaucoup de parents, tu découvres l'angoisse sommitale possible qui est la mort de ta fille, tu vois, la mort de ton enfant, comme une potentialité parfois complètement absurde qui peut être tout d'un coup elle court, se fait écraser par une bagnole, etc. Et qu'est-ce que tu produis ou qu'est-ce que tu essayes de faire par rapport à ça? Donc j'avais cumulé 2 choses, une espèce de dimension un peu orphéique, c'est-à-dire de dire il existe un enfer et cet enfer est technologique. Cet enfer est un enfer de surprotection de l'enfant et de conjuration de l'angoisse en mettant autour de l'enfant tout un ensemble de technologies, de procédures, de protocoles qui est censé le protéger, sachant que ces protocoles ne peuvent pas empêcher une mort absurde de toute façon, quoi, tu vois. Donc c'est un mensonge qu'on se fait en attachant les enfants à la ceinture, en mettant des airbags partout, en protégeant les poussettes. Enfin, il y a 1 milliard de trucs qui aujourd'hui te sont vendus pour soi-disant protéger ton enfant d'une mort possible. Donc il a été créé là-dessus. Et il a été créé sur cette idée qu'on aurait des cercles un peu comme à la Dante, quoi, des cercles de l'enfer dans lesquels on entrerait et on progresserait avec cette dimension que si tu dois aller au fond de l'enfer pour aller chercher ta fille et faire en sorte qu'elle soit à nouveau vivante, tu le payeras d'une autre mort qui sera forcément la tienne, quoi, parce que c'est la loi du talion absolument mythologique qu'on n'a jamais dépassée, qui est de dire si tu fais sortir un mort des enfers, il va falloir que tu en laisses un autre, quoi, tu vois. Donc
C'était construit sur cette chose assez simple, quoi. Voilà. Et c'était construit sur un biotope très particulier. J'étais au Goude à Marseille, qui est au bout de la ville, au bord des Calanques. Et j'ai vu sur le phare du Planier, j'ai vu sur l'archipel de Riou, qui est une île magnifique, pas loin des Goudes. J'ai aussi vu sur le Frioul, etc. Donc j'étais dans un monde complètement marin, avec ces grandes îles blanches qui sont posées au milieu de la mer. C'est absolument magnifique, hein, comme site. Et du coup, ça a inspiré pas mal de choses, quoi. Donc c'est beaucoup inspiré d'un lieu, d'un site aussi. Donc c'est une nouvelle très biographique en fait, hein, sur le... Tu veux que je lise peut-être alors du coup? Volontiers. Ouais. Ok. Je me suis déshabillé, j'ai tout posé au sol et j'ai accepté. Sa folie, sa logique, ses dons, les règles et leurs absurdités. Il m'a parlé des heures, il m'a parlé jusqu'à ce que la mer ne soit plus qu'une masse acide qui ronge l'île, plus qu'un son. Que le ciel oublie jusqu'au souvenir d'un soleil et qu'au loin, rien ne soit plus dans la nuit, dense, visible, si ce n'est l'éclat jaune, pulsatif, du phare circulaire du Planier. J'ai pensé à Sophia et à son visage de ravage, crevassé des yeux jusqu'aux lèvres, à ses sillons tremblants dans ses joues drainées aux antidépresseurs. J'ai pensé à notre maison tapissée des murs au plafond des photos d'Anna. Anna à la naissance, rouge fragile. Anna à 3 mois, fascinée par un chat. Anna à 1 an, prunelle illuminée, qui suce son pouce et me regarde. Anna qui joue, qui marche KO, qui crie, qui découvre l'eau. Anna qui danse sur une chaise haute. Anna qui rit dans ses pleurs, boit la tasse en nageant, se blottit dans nos bras sans mitoufle, dans notre bonheur. Veux la voir partout, je regarde, veux pas de vide, qu'elle soit partout avec nous, on lâche pas. Et chaque pièce qui se couvre de sa bouche, de son nez en patate, de sa joie qui perce à chaque fois le ventre et qui n'arrive pas du tout à mourir, à passer, à nous laisser enfin tranquilles, bien morts, étales et défoncés au médoc. Chaque pièce, devenue un mausolée puisque la vie qui nous reste ne peut plus dépasser le volume qu'a délimité Anna, qu'elle nous laisse et qui se refermera sur nous, notre caveau à 3. J'ai revu le sourire sans nerfs de Sophia, échappée d'elle, qui l'a lézardée quand elle m'a vu sortir le kayak pour aller sur l'île de Jarre, rencontrer le trépasseur, enfin. J'ai surtout pensé à Anna, et c'était tellement vivant en moi, tellement terriblement là, tactile, que j'ai eu l'impression de sentir son petit corps de pouti rigolator se lotir au creux de mon coude et relever sa bouille coquine que je mangeais tout plein de son odeur magique de lait et de miel cuit aux cheveux. Merci beaucoup pour votre lecture. Justement, est-ce que vous pourriez nous parler plus précisément de comment est-ce que, lors de l'écriture, vous êtes parvenu à agencer les mots d'une telle façon à ce que, lorsqu'on le lit, on arrive autant à se mettre à la place du père, on ressent les émotions, on ressent comme ça c'est cette joie qui remonte en lui. À ce moment-là de la nouvelle, il est en train de se déshabiller, il va se mettre à l'eau, et on sent qu'il y a un regain d'énergie qui arrive, alors que justement sa fille elle est décédée. Et est-ce que vous pourriez nous dire ce que, selon vous, qu'est-ce qui, selon vous, fait qu'on arrive autant à ressentir cette émotion par les mots, par leur agencement et la syntaxe? Quel est son rôle finalement? Ouais. Bah là, tout est dans la syntaxe, hein, bien sûr, enfin pour moi, hein, mais si tu veux, tout est fondé, là, quand je le relis, tout est fondé sur l'idée de diastole et systole, c'est-à-dire que tu as une expansion syntaxique et une compression sans arrêt, tu vois. Donc cette espèce d'expansion de l'espoir et la compression de la souffrance, quoi, tu vois, et qui va, selon les moments, tu peux avoir 2, 3 dilatations, expansion d'espoir, et tout d'un coup, ça se replie dans la souffrance, ça se replie, ça se referme comme un sac que tu vois, ou comme un morceau d'alu que tu replies. Et tout est géré, j'ai envie de dire, en tout cas, tout est géré. C'est instinctif, en partie intentionnel, comme toujours quand on écrit. Mais par exemple, je te donne juste un exemple. Tu démarres, tu vois, tu dis, je me suis déshabillé, j'ai tout posé au sol et j'ai accepté. Ok, tu es sur des masses décroissantes, Serge. Je me suis déshabillé,
J'ai tout posé au sol, c'est un peu plus court et on est quasiment en monosyllabe. Et j'ai accepté, tu resserres. Tu vois, tu es en train de... Tu as une dilatation et puis tu resserres. Et là, tu as un rythme que j'adore moi toujours, c'est un rythme 2-3-1. C'est-à-dire que tu vas monter en masse et tout d'un coup réduire sur 1, tu vois. Et là, c'est juste ça, sa folie, tu vois. Je suis en bisyllabe sur folie. Sa logique, je suis en trisyllabe, c'est don. D'accord? Sa folie, sa logique, c'est don. Et tu fermes sur don, en plus avec une... Là tu utilises le côté extrêmement fermé et fond de gorge du on, qui est le phonème, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus sombre. Et en disant c'est don, tout d'un coup, tu refermes tout. Tu vois? Monosyllabe et tu fermes. Et tout d'un coup, tu vois, tu avais sa folie, sa logique, le hic, tu vois, qui étend un peu, qui claque, c'est don. Tu vois, tu refermes. Et après, réouverture, les règles et leurs absurdités. Il m'a parlé des heures, là on est en énumération, il m'a parlé des heures, il m'a parlé jusqu'à ce que la mer ne soit plus qu'une masse acide qui ronge l'île, plus qu'un son. Et là, tout d'un coup, je referme à nouveau, tu vois, je recompacte, et le son répond au don, tu vois. Donc tu avais fermeture sur don, tu as fermeture sur son, tu vois. Donc tu as dilaté, tu as refermé, voilà. Et après, donc ces réouvertures aussi, tu vois, sur le début, que le ciel oublie jusqu'au souvenir d'un soleil et qu'au loin, rien ne soit plus dans la nuit dense, visible. Donc là, je joue beaucoup sur les incises, quoi, tu vois, c'est-à-dire que je découpe de l'intérieur pour réouvrir juste sur ce phare du Planier, qui est un phare qu'on voit des Goudes, qui a juste ce trait de lumière, ce trait de pinceau du phare du Planier, et qui va tout d'un coup s'interstitier au milieu de la phrase, tu vois, et qu'au loin, rien ne soit plus dans la nuit dense, visible. Et le visible, il est juste entre deux virgules, tu vois. C'est le pinceau, il est là, sur le visible, tu vois. Et c'est ce qui crée la densité de la phrase, c'est rien ne soit plus dans la nuit dense, visible. Et après, tu réouvres, si ce n'est l'éclat jaune pulsatif du phare circulaire du Planier, et là, tu vois, tu fais tourner la phrase pour qu'on voit le phare qui tourne, quoi. Si ce n'est l'éclat jaune pulsatif du phare circulaire du Planier, tu vois, du phare circulaire du Planier où tu as le... Tu sens le mouvement comme ça. Voilà, donc c'est des choses, mais tu vois, on peut prendre la fin aussi. Des fois, tu vas tordre vraiment la grammaire pour réussir à faire passer une intensité très forte. J'ai surtout pensé à Anna, et c'était tellement vivant en moi, tellement terriblement là, tactile, tu vois. Normalement, tu mets pas deux adverbes de suite, grammaticalement, c'est considéré comme une erreur ou quelque chose de bourrin ou quelque chose de... Mais là, ça crée une intensité vraiment forte et tu es sur le double en. Donc le en est assez fermé, mais le en est aussi considéré comme éclatant, tu vois. C'est-à-dire que le en a une faculté à dilater quand même un éclat. Donc quand tu fais, c'était tellement vivant en moi, tu vois, t'as en moi, tu vois, t'as tellement le vivant en moi, tu vois. T'as l'effet de répétition, de densité qui se met en place, quoi. C'était tellement vivant en moi, tellement terriblement là, tu vois, tellement terriblement là, avec accroissement des masses, tu vois. Et là, pareil, l'incise fait tout pour moi, tactile. Comme le visible était seul, tu vois, tellement terriblement là, tactile, tu vois. Et là, tu as tout, c'est-à-dire le toucher. Tu as le toucher de l'enfant, tu as le souvenir du toucher, qui est le souvenir le plus, pour moi, le plus marquant sur un gosse. Voilà, que j'ai eu l'impression de sentir son petit corps de poutis régulateur se lotir au creux de mon coude et relever sa bouille coquine que je mangeais tout plein de son odeur magique de lait et de miel cuit aux cheveux. Tu vois? Et après, à partir du moment où il a tactile, il a le point d'entrée dans le souvenir et tu peux dilater toute la phrase, tu vois. Tu peux dilater toute la sensation parce qu'il vient de toucher le point d'entrée dans son souvenir qu'il a accepté, tu vois. Et là, quand il dit tactile, ok, ça y est, tout s'ouvre. Et là, tu as relevé sa bouille coquine que je mangeais tout plein de son odeur magique de lait et de miel cuit aux cheveux, tu vois. Voilà, mais bon, après, c'est... Après, c'est la gestion des énumérations, c'est... Tu vois, il y a un moment donné, c'est un moment de balayage. C'est-à-dire que quand il dit « j'ai pensé à notre maison tapissée des murs au plafond des photos d'Anna », là, il va balayer tous les souvenirs d'Anna. C'est-à-dire que je vais mettre en place, dans le cœur du père et dans le cœur du lecteur, ce qu'a été Anna pour lui et ce qu'elle a déployé comme souvenir. Et là, donc, t'es comme un espèce de faisceau de lumière et tu balayes de façon la plus précise possible, ou en tout cas faisant le plus image possible, tout un ensemble de choses qui est lié à l'enfant. Tu vois, donc tu as l'énumération, tu es là, Anna à la naissance, rouge fragile, Anna à 3 mois, fascinée par un chat, Anna à 1 an, prunelle illuminée, qui suce son pouce et me regarde, Anna qui joue, qui marche KO, qui crie, qui découvre l'eau, Anna qui danse sur une chaise haute, Anna qui rit dans ses pleurs, boit la tasse en nageant, se blottit dans nos bras, s'emmitoufle dans notre bonheur, tu vois. Et la fin de phrase, si tu regardes sur les syllabes, le s'emmitoufle, il permet le fleu, si tu veux, le ou et le fleu,
permet tout d'un coup de relâcher la pression et de nous rester dans le souvenir quand elle est là, tu vois, dans le truc. Le sans-mitoufle est hyper important pour moi, tu vois, c'est là que tu ralentis la phrase et que tu... alors que tu as une scansion, tu vois, Anna qui joue, qui marche KO, qui crie, qui découvre l'eau, Anna qui danse sur une chaise haute, Anna qui rit dans ses pleurs, boit la tasse en nageant, se blottit dans nos bras, tu vois, segment très court, sur des longueurs quasiment les mêmes, et après, sans-mitoufle, tu vois, dans notre bonheur. Et là, tu sens que tout d'un coup, tu peux ralentir et tu peux la prendre dans tes bras, donc il y a tout un truc là-dessus, quoi. Voilà, mais tu te rends compte que, ok, il y a des mots et tout, mais c'est la syntaxe qui fait tout, La syntaxe fait tout parce que elle dilate, elle compacte, elle ouvre, elle referme, elle densifie, elle t'amène aux mots-clés, tu vois. Alors après, les mots, ils veulent dire quelque chose, évidemment, je ne jette pas n'importe quoi au milieu, il y a du signifié, il y a du sens qui est véhiculé, mais le sens, il est surdéterminé par la syntaxe, quoi. Tu vois, si je mets le visible en incise, vraiment entre virgules, ça veut dire que je pointe que ce qui compte dans le phare du Planier, c'est que tout d'un coup, il est visible dans la nuit noire. Tu as tout d'un coup cet éclat, tu vois, qui vient se rendre et qui te dit que la nuit est habitée, et qu'il y a quelque chose et que c'est un repère et que tu peux te guider là-dessus et que tu vois. Et l'avoir mis en incise, eh ben, tu concentres syntaxiquement, tu vois. Donc tu surdétermines le poids que va avoir, et c'est pareil sur le tactile. À un moment donné, le tactile, il va ouvrir tout parce que c'est le mot-clé sur le truc. Et tactile, c'est vachement intéressant parce que tu as un côté extrêmement insectoïde dans le te, tu vois. Et en même temps, le il, tu vois, dilate quelque chose qui est très souple, qui est très... Tactile, c'est un drôle de mot, c'est un mot presque technique, tu vois. Et en même temps, il est vibratile, justement, il est pulsatil. Il y a quelque chose qui, tu vois, qui fait que... Et moi, je trouve qu'il va très bien là, quoi. Tu vois, il va jouer... Donc, ouais, voilà, tu vois, de toute façon, on peut parler 1 milliard d'heures sur n'importe quelle phrase, quoi. Mais tu te rends compte que, voilà, que c'est pour ça que c'est très compliqué. La langue, c'est que d'abord, tu te dis, je vais véhiculer un sens, quoi. Mais le sens, tu vas le véhiculer avec des phonèmes, avec une physique, avec des voyelles, avec des consonnes particulières que tu vas choisir. Et ensuite, mais même avant tout ça, tu as la syntaxe, quoi. Tu vas déterminer le mouvement de syntaxe qui correspond au souvenir. Et là, tu vois, tout ce passage que tu m'as donné, c'est un père qui accepte de se rappeler, qui accepte de reconvoquer ses souvenirs, qui se donne l'énergie d'y aller et de nager pour ses souvenirs et pour se souvenir de sa fille, et qui en même temps est constamment, sans arrêt, entre la dilatation complètement jouissive, complètement... pleine de bonheur de ce qu'a été sa vie avec cette fille, avec sa fille, et la souffrance qui régulièrement vient détruire ça et t'oblige à resserrer tout pour pas trop souffrir, tu vois. Donc tu vas jouer, c'est vraiment un passage typique diastole-systole, c'est particulier au passage, quoi, tu vois. Ça pourrait être tout à fait autre chose à un autre endroit sur un autre texte, quoi. J'ai peut-être une autre question qui vient de venir à l'esprit, c'est lorsque vous écrivez, est-ce que vous êtes plutôt du genre à écrire d'une traite et ensuite vraiment reprendre le texte ou plutôt écrire par petits bouts, ensuite réarranger? Comment est-ce que vous procédez? Ouais, et ça c'est très important et c'est une question fondamentale. Ce que j'écris d'une traite, c'est ce que j'appelle le jet. Et le jet, plus j'avance en écriture, plus c'est fondamental, plus il faut être dans un... Pour moi, c'est comme la calligraphie, quoi. Tu vois, c'est quand tu dois faire un cercle d'un seul geste, quoi. Si tu veux, il faut avoir un niveau de concentration extraordinaire pour qu'il ait la plus grande précision possible, la plus grande justesse possible. Donc le jet, ultra important, et il détermine tout. Plus tu avances, plus tu vieillis, plus tu as d'expérience d'écriture, plus tu sais que le jet, il va tout déterminer. Pourquoi il va tout déterminer? Parce que c'est lui qui pose la syntaxe. C'est lui qui pose le mouvement de la syntaxe. C'est le jet qui, instinctivement, viscéralement, trahit ou traduit ce que tu ressens dans ton mouvement de sensation. Là, tu vois, j'ai pas réfléchi, quand j'ai fait ce texte-là, j'ai pas réfléchi en disant « Bon, je vais faire une diastole-systole, là je le sens bien, je vais faire un... » compactage, dilatation, tu vois, non, tu fais pas ça. Simplement, tu descends dans la sensation, tu descends dans ce que ça te produit pour toi, et t'essayes de suivre instinctivement le plus profondément possible dans le jet, et dans le jet de la syntaxe, ce mouvement que tu sens en toi de dilatation, compression. Bon, ok. Une fois que tu as posé ça, alors là, tu reviens, et moi, je reprends... là, sur les furtifs, j'ai regardé, je reprenais en gros les paragraphes 3 à 5 fois, en réalité. Il y a avant, et au niveau de cette nouvelle, je pense que je reprenais 7 à 8 fois, tu vois. Maintenant, je reprends un tout petit peu moins et tout ça. Quand je reprends, qu'est-ce que je vais régler? Je vais régler la justesse du geste. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu vois, si j'avais mis, imaginons je suis au début, je me suis déshabillé, j'ai tout posé au sol et j'ai accepté. Sa folie, sa logique, ses dons, tu vois. Peut-être que j'ai mis au départ sa folie, sa logique, ses offrandes, tu vois. Et puis je relis, je fais sa folie, sa logique, ses offrandes. Tu vois, je suis sur une espèce de... On dit en français, on construit les phrases par emphase progressive. Il ne se passe rien d'intéressant, tu vois. Et là, je me dis, non, ça va pas, il faut que je ferme vraiment, là, tu vois. Et là, je vais dire, ok, c'est non, tu vois.
Et je vais réfléchir même à la syllabe, au phonème que je vais utiliser pour, tu vois, pour fermer. Et après, je vais faire rebondir avec son, plus qu'un son, etc. Alors que, tu vois, quand je continue, peut-être que j'ai mis, je me rappelle pas du jet, mais il m'a parlé des heures, il m'a parlé jusqu'à la mer ne soit plus qu'une masse acide qui ronge l'île, plus qu'un bruit. Tu vois? Ok, c'est bien, plus qu'un bruit, c'est une monosyllabe, ça marche. Mais le bruit, tu vois, le UI ouvre encore trop de choses, il y aura encore trop de bruissement, c'est ouvert le UI, tu vois. Et comme j'ai mis don avant, bah, quand je vais retravailler, je vais mettre plus qu'un son, tu vois, pour avoir un effet de résonance avec le premier et refermer de la même façon, etc. Donc tu vois, tu vas travailler comme ça. Donc tu vas travailler sur les phonèmes, c'est-à-dire que dans le choix des mots, je ne vais pas chercher le mot exact, mais je vais chercher le mot qui, en termes de phonèmes, traduit le plus ce que je veux faire. Si j'ai besoin d'un mot rapide, d'un mot qui strie, d'un mot qui déchire, eh ben, je vais aller chercher justement strie, je vais aller chercher, tu vois, des mots comme ça. Si j'ai besoin d'un mot rond, d'un mot qui ferme, d'un mot tranquille, je vais mettre maison, je vais mettre cocon, je vais mettre, tu vois, voilà. Donc je vais choisir les phonèmes qui correspondent et après, je vais régler des petites choses, tu vois, sur effectivement le travail des masses pour que ça soit encore plus juste. Donc je vais travailler les emphases, je vais travailler l'ouverture, je vais travailler les masses de mots. Je vais ouvrir sur un tétrasyllabe parce que je trouve que là, sur un bisyllabe, ça va pas. Tu vois, et je vais travailler la ponctuation aussi. Je vais refermer, je vais plus serper en virgule ou au contraire, je vais enlever des virgules pour qu'on ait un déboulé plus net à la fin. Tu vois, à la fin, j'ai enlevé les virgules, ça, tu vois, j'étais là, se lotir au creux de mon coude et relever sa bouille cotine que je mangeais, tout plein de son odeur magique de lait et de miel cuit aux cheveux, tu vois. Normalement, je devrais mettre tout plein de son odeur magique de lait et de miel cuit aux cheveux. Enfin, tu vois, j'aurais pu couper beaucoup plus et là, non, je laisse le dérouler. Donc, je vais enlever les virgules, tu vois, voilà. Donc, ça veut dire que j'ai égale syntaxe, mouvement de la sensation, derrière le phonème et derrière des réglages de masse et de signifier, quoi, tu vois, voilà. C'est comme ça que je bosse, ouais. Et au niveau justement des syllabes, est-ce que par hasard vous auriez, je sais pas, lorsque vous écrivez par exemple, des listes préétablies où justement sur telle ou telle liste on a un nombre de mots avec tant de syllabes, ouais, ou c'est vraiment quelque chose qui vient comme ça Alors ça dépend. Il y a des choses que j'ai travaillées, par exemple le fameux combat de palindrome de Caracol ou les solos sur syllabes dans la Horde. J'ai travaillé avec ce que j'appelle des constellations. Tu vois, des constellations, c'est des constellations de mots qui possèdent les mêmes dynamiques sonores ou qui possèdent les mêmes couleurs de son. Voilà. Donc je peux par exemple, et j'en ai fait des kilos sur les furtifs, j'ai des masses. La fin des furtifs, toute la scène de l'émeute à Marseille qui est fondée sur des tribus de phonèmes. C'est-à-dire que chaque personnage s'approprie une tribu de phonèmes. Donc il y en a qui s'approprient par exemple les LMN, tu vois, c'est-à-dire que tout ce qui est très liquide. Il y en a qui s'approprient les potequeuils, il y en a qui s'approprient justement toutes les voyelles sombres, les ou, les on, les an, etc. Il y en a qui s'approprient vraiment le côté extrêmement sifflant, striant, etc. Et j'ai bâti des constellations, c'est-à-dire que j'ai des cartes, où je pourrais vous montrer, où j'avais pris carrément une assiette, j'avais fait des cercles sur le mur, enfin sur un immense poster, et j'avais mis tous les mots correspondant à ces constellations dont j'avais besoin. Voilà. Donc tu vois, par exemple, je me rappelle, j'en avais une qui était sur les I, les L, c'était pour avoir une ligne extrêmement pure. Et j'en ai fait un texte d'ailleurs que je dis au concert, que ça s'appelle Ici vole Velvi, quoi, tu vois. C'est comme ça, c'est Ici vole Velvi sous la toite de son parapente, légère comme un parapluie. Et je fais aussi fragile qu'un cil, tu vois, c'est une symphonie en I en fait, avec des petits L ou des petits trucs, aussi fragile qu'un cil, aussi diaphane et aussi fine qu'une pellicule de givre, tu vois. Elle tranche le vide au fil à air, tu vois. Et à chaque fois, j'ai fil, j'ai cil, etc. Et j'avais toute une constellation autour de ça et j'ai été puisé là-dedans pour faire le passage. Voilà. Pour avoir que cette dynamique-là. Donc des monosyllabes avec un I au milieu, généralement, cil, fil, vide, etc. Tu vois. Et j'ai travaillé là-dessus. Donc voilà, c'est des sortes de galaxies de phonèmes en fait, hein, tu vois. C'est galaxique comme j'aime bien le dire, hein, c'est galaxique. Tu vois, c'est. Mais ça te permet d'aller puiser, c'est-à-dire que l'avantage que tu as quand tu as la constellation, c'est que quand tu écris, tu puises à la volée, tu vois. Et du coup, tu peux jeter dans le jet ce dont tu as besoin à la volée. Alors que sinon, tu vas aller faire chez le jet, puis tout d'un coup, tu arrêtes le jet, tu ouvres le dictionnaire, tu vas chercher le dictionnaire de rimes, Non, c'est pas possible, quoi. Tu vois, il faut que tu aies tout. C'est comme si c'est comme si je faisais un truc, et puis vite, je vais prendre ce dont j'ai besoin et je le jette, tu vois. Donc ça, c'est une technique de travail.
Justement, vous disiez tout à l'heure, vous associez la langue à la diastole et à la systole, qui sont des mots assez techniques et assez médicaux pour désigner les battements du cœur. Ouais. Donc il y a de nouveau un lien assez fort entre la langue et le mouvement vital du cœur. Et j'avais entendu lors d'une de vos précédentes interviews que vous aviez dit que pour vous, la langue et l'écriture permettaient de conjurer le chaos. Et j'aurais aimé que vous nous expliquiez pourquoi, pour vous, l'écriture permettait d'une certaine façon d'atteindre cet idéal de révolte et de mouvement qui est présent dans toutes vos œuvres, parce que vous le disiez avant, vous commencez par conceptualiser avant d'avoir une histoire. Vous avez une écriture très engagée qui permet de justement mettre sur papier cet idéal de révolte et de mouvement qui vous est très cher. Et comment vous arrivez à mettre la langue justement au service de cet idéal-là? Ça, j'en sais rien, tu vois, mais non, honnêtement, tu sais pas. Ce que tu sais, c'est que ça, c'est hyper important pour des gens qui veulent écrire. Pour moi, de leur dire ça, c'est de dire, tu peux avoir une dimension extraordinairement architecturale, rationnelle, cerveau gauche, presque mathématique dans la construction des concepts, dans la construction de l'univers, dans sa cohérence, dans la cohérence d'une critique ultralibérale, comme je l'ai fait dans Les Furtifs, dans l'achat de ces villes, dans les forfaits premium, privilèges et standards, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tu bâtis quelque chose qui effectivement est cohérent, fiable, économiquement juste, etc. Mais au moment où tu démarres et que tu rentres dans l'écriture, il faut tout oublier, vraiment. C'est-à-dire, il faut oublier. Il faut oublier la technique. Tu sais, Deleuze dit un truc magnifique, je crois que c'est dans Mille plateaux, il dit, voilà, la technique est l'ensemble de tout ce qu'il faut savoir pour échapper à la technique, tu vois. C'est-à-dire que tu acquiers un niveau, moi j'ai acquis un niveau en phonétique, en compréhension des phonèmes, en couleur de son, en gestion des rythmiques, en manière de fluer justement, qui je pense est vraiment de bon niveau. Mais quand j'écris, j'oublie tout ça. Je suis sur l'inconscient, je suis sur l'instinctif, je suis sur le viscéral. Je ne convoque absolument plus ces dimensions rationnelles. Tout est court-circuité, quoi. Tout est oublié, quoi. Voilà. Et les choses vont venir d'elles-mêmes se structurer, vont venir d'elles-mêmes se mettre en place parce que la technique, parce que le travail que tu as fait avant est suffisamment déployé en toi pour que tu n'aies plus du tout besoin d'y revenir ou de le mentaliser. Mais c'est pareil dans tous les travaux manuels. Moi, voilà, c'est-à-dire quand tu maîtrises complètement, je sais pas, tu sais souder. Ben, quand tu sais souder, tu l'as appris à l'école, etc. Ben, quand tu t'arrives sur le tuyau, tu sais souder, tu sais pas comment tu sais souder, mais tu sais le faire, quoi, tu vois. Et c'est exactement pareil dans l'écriture. Voilà. Et moi, je donne l'exemple aussi parfois du tennis ou du foot, parce que moi, j'adore ces sports-là, ces sports auxquels je joue. Mais tu vois, tu prends un Federer, tiens, on va parler suisse et tout, tu vois un Federer en match, il a répété combien de fois un coup, quoi, tu vois, combien de fois. Il disait, moi j'avais lu une fois, qu'il fallait 100 000 coups à l'entraînement pour pouvoir changer un revers ou un coup droit, ou un type de lift en coup droit, etc. Il disait, quand un joueur comme Federer ou Nadal, ou qui tu veux, ou Djokovic, change un coup, il faut qu'il le joue 100 000 fois pour désadapter ce qu'ils ont fait avant et jouer autrement. T'imagines, tu vois, donc t'imagines le temps qu'ils ont mis. Voilà. Donc Federer, par exemple, il a appris à faire des volées de revers décroisés amortis. Il sait le faire, il l'a fait dans plein de matchs, dans plein d'entraînements, etc. Il est au cœur d'un match, tu vois, il se prend un passing de Nadal, tout d'un coup il se baisse, il met son revers, il met un coup de poignet, le revers part en rétro, tu vois, tombe derrière le filet, il va toucher le filet, Nadal ne peut pas le récupérer, etc. Tu vois. Tu vas me dire, est-ce que c'est un acte mentalisé, est-ce que c'est un acte conscient, est-ce que c'est un acte technique, tu vois, rationnel? Non, évidemment non. Il a une fraction de seconde pour faire ce geste, quoi. Mais c'est un geste qui est hérité d'une technique, je veux dire, millionnaire en termes de coûts, quoi. Tu vois, en termes d'entraînement et de coûts. Ben, l'écriture, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Donc il faut tout oublier. Voilà. Il faut apprendre énormément, travailler énormément, lire énormément les auteurs en tout cas sur lesquels tu as envie d'apprendre et de progresser. Et une fois que tu as appris tout ça, quand tu démarres le jet, tu oublies tout, quoi. Et tu restes avec pour seul guide la sensation. Voilà. Ce qui doit te guider, c'est la sensation que tu as. Voilà. Si tu as une sensation de douleur et d'expansion, d'enthousiasme et de joie liée à un deuil, ben tu restes là-dessus et c'est tout, quoi. Et tu essaies d'être au plus proche possible de ça. Et les mots viendront, et la syntaxe viendra, et le jet viendra, et tout s'articulera parce que la technique, tu l'as acquise. Mais il faut absolument l'oublier. Voilà. Et si tu l'oublies pas, eh ben, tu crées des choses qui sont... Moi par exemple, il y a un auteur que j'aime pas du tout, c'est Paul Valéry. Tu vois. Paul Valéry, il dit il y a 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Eh ben, ces textes puent la transpiration. Voilà. Ça pue, quoi. Ça pue.
Ça pue la transpiration, ça pue la sueur. Parce que tu vois qu'il ne délaisse pas son cerveau rationnel, tu vois que le cerveau gauche, il est là et qu'il est en train de réfléchir à quelle rime il doit mettre, quelle syntaxe. Et du coup, ça manque totalement de tripes, de viscères, d'évidence sensitive, tu vois, voilà. Mais c'est très compliqué d'avoir ça, hein. C'est très compliqué d'avoir à la fois le boulot et à la fois d'être capable d'oublier. Voilà. C'est des capacités... Et j'ai envie de te dire, sur scène, c'est pareil, et c'est un vrai problème. C'est-à-dire que moi, j'ai eu 2 metteurs en scène sur le spectacle qu'on va faire, qu'on va voir... Une qui m'a appris vraiment le travail sur le texte, etc. L'autre qui m'a appris la gestuelle, le rapport au public, la scéno, machin. J'ai tout cette putain de discipline en tête. Tu vois, je dois faire ci à tel moment, je dois faire des gestes, je dois, tu vois, comprimer les zones refuges derrière moi, machin, les angles morts, le truc. J'ai plein de choses, j'ai plein de dynamiques, si tu veux, qui sont des dynamiques apprises, qui sont des dynamiques disciplinées, qui sont des dynamiques de travail. Quand je suis sur scène, il faut que j'arrive à absolument oublier ça et à être que dans la sensation pure. Quand j'y arrive, je fais un bon concert. Quand j'y arrive pas, je suis un comédien médiocre ou peut-être pas trop mauvais, mais c'est tout, quoi. Tu vois ? Voilà. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois essayer d'être dans un état physiologique et mental qui fait que tout le travail que tu as fait, il remonte en toi naturellement sans que tu aies besoin d'y penser, quoi. Et tu es juste dans les images. Voilà. Tu vois, j'ai ce truc de Tishka dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut que je sois juste dans l'image. Ma fille a 6 ans, elle saute dans mes bras. Je sens l'armature naissante de ses épaules pointues. Je sens que sa musculature, elle a grossi. Je sens qu'elle a plus de poids. Je sens que c'est plus lourd pour moi à porter. Je sens un corps qui se forme, tu vois. Puis ensuite, je réduis à 4 ans et c'est déjà beaucoup plus rond, c'est poupon, c'est doux. Et je suis à 2 ans et c'est une balle de chair chaude. Et je dois être uniquement là-dedans, tu vois, uniquement là-dedans. Et pourtant, il faut que je dise le texte, il faut que je me souvienne du texte, mais il faut que la mémoire, elle descende comme une... Donc tu répètes pour que la mémoire, les mots, la fluidité descendent sans que tu aies besoin d'aller chercher dans ta mémoire le truc. Si rationnellement, tu dois aller chercher dans ta mémoire le truc, tu fais de la merde, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que c'est hyper dur, en fait, tu vois. Et moi, je suis au tout début, hein, je suis un débutant, hein, donc tu vois, comme je galère, quoi. Voilà. Mais par contre, dans l'écriture, je suis pas un débutant, donc j'ai cette capacité à rentrer, quand même. Et j'aurais juste une autre question aussi. Vous avez parlé des auteurs qu'on aime et qui nous inspirent. Et je sais que vous avez été inspiré notamment par Nietzsche, par Deleuze, ouais, par Spinoza, ouais, des philosophies extrêmement proches de la vie, extrêmement solaires. Et c'est vrai que c'est des philosophes qui m'inspirent beaucoup, moi aussi. Donc j'aurais bien aimé que vous me disiez une chose. Bon, j'imagine qu'il y en a il y en a des milliers à dire de tout ce qui vous a inspiré, mais une chose ou un élément qui réellement a été pour vous une sorte de déclic, enfin un élément de ces philosophies-là qui vous a réellement impacté. Ouais, il y a un milliard, mais je vais en dire une qui a changé ma vie, c'est sur Nietzsche. Il dit une chose très simple, il dit l'homme actif est l'homme qui va au bout de ce qu'il peut. D'accord ? Et tu poses dans ta vie, tu regardes. Tu vois, j'avais 22 ans, je sortais d'une école de commerce que j'avais détestée. On me proposait des postes de chef d'entreprise, de tout ce que tu veux, de cadre supérieur, de machin. Et je me disais, est-ce que ça me permet d'aller au bout de ce que je peux ? Tu vois, est-ce que je vais au bout de ce que je peux en faisant ça ? Et en fait, quand tu regardes ta vie, tout est mis en place en permanence pour t'empêcher d'aller au bout de ce que tu peux, quoi, tu vois ? Et comment mettre en forme ta vie, comment mettre en dimension, en contexte ta vie pour que tu puisses aller au bout de ce que tu peux. Et la première fois que j'ai pu le faire, c'est quand j'ai écrit L'Art du Contrevent. J'avais accumulé suffisamment d'argent en faisant des études socio-économiques sur une boîte que j'avais créée moi-même. J'avais suffisamment de cacahuètes, tu vois, dans mon compte en banque. Je suis parti en Corse, j'ai loué une baraque dans le maquis pour 200 € et j'ai décidé que je ferais ce livre, quoi, tu vois, voilà. Et là, j'ai été au bout de ce que je pouvais pour la première fois de ma vie, quoi. Et ce livre est l'histoire d'un mec qui va au bout de ce qu'il peut, comme c'est l'histoire de la Horde qui va au bout de... Voilà. Et ça, c'est juste Nietzsche. Voilà. Je me suis mis juste dans une situation de vie où je pouvais aller au bout de ce que je pouvais. Voilà. Et ben, ça change ta vie, en fait. Ça a tout déclenché dans ma vie, puisque c'est le livre qui a tout déclenché, qui m'a permis de vivre de mon art, qui m'a permis de devenir vraiment écrivain, et pas devenir parce que j'ai eu la reconnaissance, mais devenir parce que je l'ai fait, quoi, tu vois, tout simplement, et que la reconnaissance ou la rétribution, elle a lieu quand tu fais les choses elles-mêmes, elle est immanente, elle vient pas de l'extérieur des gens qui t'achètent le livre, etc. Ça, c'est trop tard, c'est déjà après, quoi. Donc ça a été un truc absolument décisif, quoi. Mais il y en a plein, tu vois, sur Spinoza, par exemple, une chose très simple, c'est les pouvoirs ont intérêt à nous attrister. Parce que quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui peut pas se battre, c'est quelqu'un qui peut pas se révolter, c'est quelqu'un qui... Donc que la joie est fondamentalement révolutionnaire, tu vois, et ontologiquement ou de façon immanente révolutionnaire. C'est un truc qui a changé ma militance, quoi. Voilà.
Je suis sorti de la militance triste, je suis sorti de la militance de devoir, je suis sorti de la militance disciplinaire, je suis sorti de la militance où tu fais les choses parce que c'est bien de le faire comme ça, parce que les normes sociales de la militance te disent qu'il faut aller aux manifs et que tu vois. Non, moi maintenant je fais les choses de façon militante, les choses qui m'affectent de joie, parce que si ça m'affecte de joie, alors je vais être beaucoup plus puissant et je vais beaucoup plus secouer ou bousculer ces pouvoirs qui ont l'intérêt majeur à nous attrister. Donc, et après, tu analyses aussi toutes les techniques de gouvernementalité à l'aune de cette tristesse qui génère. Pourquoi, dans le Covid, par exemple, pourquoi le gouvernement n'a pas parlé du développement de l'immunité des gens? Pourquoi il n'a pas il n'a pas fait en sorte que les gens développent leur immunité par le sport, par l'activité, par plein de procédés de soins de soi ou de soucis de soi? Pourquoi il a insisté sur la peur de la contagion, tu vois? Bah, tu comprends assez vite, tu te dis mais c'est aberrant. Bah non, c'est pas aberrant d'un point de vue gouvernemental parce que ça permet de maximiser les tristesses, la peur, la terreur, la gestion des petites terreurs quotidiennes, comme disait Virilio. Voilà, ça c'est Spinoza, tu vois. C'est juste une phrase de Spinoza, tu vois. Un truc, tu vois. Un philosophe, il change ta vie en une phrase. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est ça qui est ouf, quoi. C'est ça qui est ouf. Ouais. C'est pour ça que moi, la philo, c'est aussi important pour moi. Moi, il y a des phrases de philosophes qui ont changé ma vie, point barre, c'est tout, quoi, tu vois. Quand je lis Nietzsche, le premier livre qui change ma vie, c'est le Deleuze sur Nietzsche. Ça s'appelle Nietzsche et la philosophie. On en a fait 2 sur Nietzsche. Mais le Nietzsche et la philosophie, 200 pages où il résume et compacte toute la philosophie de Nietzsche. Au moment où il définit ce qu'est une force active et une force réactive, au moment où il te dit qu'en fait, on vit depuis 2000 ans sous les forces réactives, ressentiment, mauvaise conscience, idéal ascétique, culpabilisation, introjection de la force, façon de s'auto-affecter, de s'auto-envenimer, etc. Et que de l'autre côté, il définit les formes actives par la double affirmation, etc. Une fois que tu as fait ça, c'est plus possible, tu vois. Moi, par exemple, ce qui me fait hurler en militance aujourd'hui, c'est de dire, voilà, quelqu'un dit un truc sexiste. Donc, moi, je suis antisexiste, tu vois. Donc, un mec dit un truc négatif. Moi, je me positionne en négatif par rapport au truc négatif. Donc, je dis, moi, je suis antisexiste, j'accepte pas qu'on dise, tu vois. Et donc, j'ai du sexisme, de l'antisexisme, donc j'ai besoin de 2 négations pour faire une affirmation, tu vois. C'est pas possible. C'est pareil sur le colonialisme ou le racisme, tu vois. Au lieu de dire, voilà, il faut du métissage, il faut être dans le tout-monde, comme dirait Glissant, etc. Il faut s'allier, il faut se composer, il faut se fusionner avec des cultures qui sont pas les nôtres, tu vois. Et le faire en double affirmation, tu le fais en double négation. Tu vas critiquer un raciste et te poser toi comme un raciste pour réussir à avoir une affirmation sur ce que tu veux faire. Ben non, tu vois, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et ça, c'est Nietzsche et la philosophie, c'est le début, quoi, tu vois. Il faut 2 négations pour faire une affirmation, ou alors il faut 2 affirmations pour entrer dans l'éternel retour du positif, tu vois. Bon, bah, t'as lu le bouquin, soit il rentre en toi, soit il rentre pas en toi. Mais s'il rentre en toi, ta vie a changé, quoi. C'est... Donc voilà, c'est ça la philo. Ouais, je comprends exactement ce que vous dites, parce que une des citations qui m'a le plus impacté de Nietzsche et qui fait aussi écho à ce que vous êtes en train de dire, c'est il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. Ouais. C'est ma citation préférée. Je la trouve magnifique par l'engagement qu'elle prône et une sorte d'acceptation de la noirceur pour tendre vers quelque chose de plus lumineux. Non, mais même sur la dynamique de création, tu vois, il faut avoir suffisamment de chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Enfin, il y a plein de traductions pour mettre au monde une étoile qui danse, pour enfanter. J'aime bien pour enfanter, moi. Pour enfanter l'étoile qui danse, c'est voilà, tu vois, c'est de dire, bah ouais, mais il faut cette énergie, il faut cette colère aussi, il faut la capacité à compacter et à exprimer cette colère pour ensuite enfanter quelque chose de splendide, quoi. Voilà, mais tu vois, récemment, ça a été Baptiste Morizot aussi, tu vois, c'était des philosophes, le mec, il a que 37 ans, mais il a changé ma vie sur ma conception du vivant, tu vois. Quand le gars, il te pose, voilà, vous êtes des vivants parmi les vivants. Déjà, tu fais, ah ouais, putain, mais moi, j'avais toujours considéré la nature comme un arrière-plan, comme un fond d'écran, et moi au centre du monde et la nature derrière. Puis le gars, il commence à t'insérer dans le vivant, il commence à te tisser là-dessus. Et puis, voilà, il y a quelques phrases. Moi, par exemple, un des trucs qui a changé ma vie récemment, c'est son concept d'ancestralité animale, tu vois. C'est-à-dire de dire qu'en réalité, on possède en nous... Parce que moi, je concevais le rapport avec le vivant jusqu'ici comme un rapport de tissage horizontal, tu vois. Je me disais, bah ouais, je vais me relier à l'arbre, à la plante, aux écosystèmes, aux animaux, à mon chat, tu vois. Mais je me voyais comme une espèce de tronc et puis avec une espèce de tissage en soleil de fil à l'horizontale allant vers ce qu'on appelle la nature ou les espèces vivantes, etc. Et lui, il te dit un truc complètement fou qu'il n'a pas inventé, hein, qu'il a pris d'autres philosophes, mais simplement il a catalysé à sa façon. Il te dit, mais attends, intérieurement et généalogiquement, comme tu es un produit de l'évolution naturelle, tu partages avec les autres espèces animales et même végétales tout un ensemble de capacités cognitives et physiques
qui sont communes à ces espèces, ce qu'il appelle les ancestralités animales. C'est-à-dire qu'on est habité par un ensemble d'ancestralités animales hallucinant. Tu vois, il prend un exemple que moi j'adore, c'est l'exemple du chevreuil. Il dit, un chevreuil, quand il est dans une forêt qui va manger telle ou telle plante, tel ou tel buisson, il va discriminer les niveaux de vert des différentes feuilles, et il est capable, en discriminant le niveau de vert, d'aller manger les feuilles qui l'intéressent et qui sont pour lui profitables, tu vois. Et il dit, cette capacité de discrimination, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur n'importe quel scientifique qui est capable de discriminer entre plusieurs objets, entre plusieurs... tu vois, et tu dis, cette capacité cognitive, elle est commune avec le chevreuil sur ce truc-là, tu vois, tu vas avoir... et tu as évidemment 1 millier ou 1 million d'ancestralité animale. Et j'avais jamais raisonné comme ça, tu vois. Et ça solutionne le problème de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que quand tu dis, mais le chat fait ça, ou le chevreuil fait ça, et tu fais l'anthropomorphisme en disant qu'il discrimine. Non, il dit, c'est simplement que tu as une compétence commune avec le chevreuil, et c'est normal, parce qu'on vient des mêmes lignées, et on a une parenté, quoi. Tu vois, une parenté alien, comme il dit, mais on a une parenté avec ces espèces-là. Et quand tu comprends ça, ça veut dire que tu te retrouves tissé verticalement, ou si tu veux articuler verticalement, à je ne sais pas combien d'espèces. Donc, le croisement de la dimension horizontale du lien et la dimension verticale, par exemple, animal, c'est ce qui fait que tu es vraiment vivant, quoi, tu vois. Moi, c'est ce que j'appelle l'incandescence, c'est ce qu'on a vu un peu... tu verras, il y a un texte sur le vivant à la fin du concert, que pour moi est fondamental, c'est mon manifeste pour le vivant, et je parle de ça, je parle de cette double révolution. Voilà, en lisant Morisot, tu vois. Alors Morisot, il a lu d'autres trucs, il l'a synthétisé, mais moi je tombe sur Morisot parce que je sais pas pourquoi, mais il change ma vie, tu vois. C'est pour ça que c'est important la philo. Ouais. On a beaucoup parlé de vivant, de mouvement, mais moi il y a un point qui m'intéresserait, c'est au quotidien, comment est-ce que vous agissez avec votre famille ou des inconnus ou même vos amis pour justement, surtout en ces temps pandémie, etc., pour vraiment remettre au centre ce qu'il y a d'humain en nous, pour nous mettre en mouvement, pour valoriser les aspects positifs de ce qu'il y a d'humain. Putain, les questions, là, c'est chaud, là. Ouais. C'est presque une question psychologique ou biographique. Je sais pas. Je pense que je suis juste épaté par le fait qu'il y ait des vivants, quoi. Tu vois, moi, je suis toujours content de rencontrer des gens. J'ai une sorte d'évidence que c'est une chance de rencontrer des gens, quels qu'ils soient. Ça va me nourrir de toute façon. Donc je pense que je restitue, comme une pierre chaude, je restitue une chaleur, comme une pierre chaude qui a pris du soleil, elle restitue, tu vois, donc je restitue. J'en sais rien, tu choisis pas ça. Enfin, franchement, je pense qu'on choisit pas d'avoir cette capacité ou cette envie ou ce mouvement, quoi. Je sais pas. Ouais. Je pense que c'est vraiment un héritage familial aussi. C'est un héritage de la puissance de mon père, qui est quelqu'un qui a une grosse puissance de vie, tu vois. Je sais pas. Il y a des trucs dont tu hérites. Après, tu peux voir comment tu le traduis par ton art, mais ton art n'est que la traduction de ce que t'es en réalité, quoi. Tu vois, tu peux pas faire autre chose que ce que t'es, quoi. J'aime beaucoup aussi quand on dit, tu vois, Jaurès qui disait, voilà, on n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est, quoi. Et quand t'es avec tes enfants, tu te rends compte que t'as beau essayer d'enseigner des savoirs, une culture, un truc, t'enseignes déjà comment tu te comportes et c'est tout, quoi. Tu vois, t'enseignes ce que t'es. Et les enfants, ils regardent et ils suivent ce que t'es et ils suivent pas du tout ce que tu sais, en fait, quoi. Donc, et je pense que c'est pareil avec les gens, donc tu véhicules ça, tu tires ça. Je crois pas qu'on ait beaucoup de mérite là-dedans, ni dans un sens ni dans l'autre, quoi. Ouais, je suis désolé, je sais pas répondre, mais... Ouais. Vous allez forcément transmettre cet héritage-là à vos enfants, donc comment vous allez concilier justement cette nouvelle société qui tourne uniquement autour de ces nouvelles technologies et cette volonté aussi de transmettre l'importance du vivant, de la simplicité, du mouvement, on en a déjà parlé, mais comment vous allez réussir à concilier ça avec vos enfants qui vont forcément grandir dans une société où de plus en plus il y aura de la technologie et forcément il faudra arriver à trouver un juste milieu entre les ouais, déjà je vais les amener à la campagne, là on va vivre à la campagne donc ça va changer, on sera en pleine montagne et je trouve ça hyper important d'éprouver l'urbain et de vivre l'urbain et de vivre aussi la dimension rurale qui est complètement différente dans le rapport du corps au monde et du corps au climat, du corps au biotope, aux écosystèmes autour, donc ça change tout, déjà là on commence à y aller et ça change tout. Moi j'essaye tu sais voilà, encore un héritage de Nietzsche, j'essaye de me comporter en zoologue. Voilà, Nietzsche dit si on veut vraiment analyser des comportements, une société, une culture, il faut les regarder comme un zoologue, c'est-à-dire regarder comment les corps se comportent, comment les corps agissent
et regarder les fonctions élémentaires de reproduction, de nutrition, d'habitat, etc. Et c'est comme ça qu'on a la vision la plus juste de ce qui est, quoi. Et pour les enfants, je trouve que c'est pareil. Et moi, je me concentre sur les aspects corporels, en fait. C'est-à-dire que j'essaye de mettre leur corps en situation de faire des choses qui vont les construire, leur donner des désirs. Donc j'essaye de les mettre en nature le plus possible. J'essaye de les faire des jeux qui sont en extérieur. J'essaye sur ce que je leur transmets, je leur dis pas je t'aime, je les prends dans les bras, quoi. Et pour moi, c'est la meilleure démonstration de quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup souffert de ma propre mère qui était incapable de faire ça, pour des raisons liées à sa propre mère aussi, parce que tu t'hérites de lignée comme ça. Et donc moi, je baratine pas, je dis pas de mots, voilà, je prends dans les bras, je les embrasse et elles savent, voilà, tu vois, elles savent. Donc tu transmets corporellement aussi les choses, quoi. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Et j'essaye de mettre en place des champs de désir qui peuvent équilibrer les champs de désir technologiques, quoi. Il faut savoir qu'on a des machines aujourd'hui, des applications, des machines qui sont des formidables produits designés pour solliciter l'attention et pour la capter. Donc on se bat contre 25 ans aujourd'hui d'optimisation, d'ingénierie, de la captation de l'attention, quoi. Donc pour lutter contre ça, faut être costaud. Il faut mettre en place des choses aussi éclatantes que de se baigner en pleine mer, de mettre un masque et de regarder les poissons, de faire de l'escalade, même les balades, là, j'arrive plus à les emmener dans les calanques, elles trouvent ça ennuyeux, etc. Donc comment tu réactives ça? Quel jeu tu trouves? Pour éviter que la tablette, qui est tellement construite pour une satisfaction immédiate de l'attention, soit dépassée. Donc c'est chaud. Non, mais c'est chaud. On se bat comme les autres. Ouais. Non, mais c'est aussi difficile que tout, quoi. Voilà. Là, le chat, je la pousse sur la danse parce qu'elle adore la danse et elle danse tous les soirs et elle crée ses chorégraphies. Je l'encourage. Beaucoup des choses, je trouve, c'est encourager, c'est donner du courage de faire quelque chose, quoi. Et après, c'est l'exemple, quoi. C'est ce que tu fais. C'est quand elle me voit faire plein de trucs, elle me voit aller sur scène alors que j'ai jamais été sur scène, elle me voit prendre des risques, quoi, sur ma vie, sur des choses que je sais pas faire et les faire quand même. Et je pense que ça les influence, j'espère, tu vois. Mais on lutte contre vraiment une machinerie colossale, hein, ultra puissante de captation de l'attention. Donc ça, il n'y avait pas ce problème il y a 20 ans, quoi, tu vois. Donc, non, c'est très difficile, moi, je trouve, d'éduquer les adolescents aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, hein. Les extraire du technococon, déchirer le technococon, les maintenir dans une forme de dehors, les maintenir dans une forme d'altérité, de rapport à l'altérité, c'est vachement dur, hein. Ouais, je trouve ça hyper dur. Mais c'est bien parce que moi, vous enseignez ce rapport à la nature, ce rapport très corporel dès l'enfance. Parce que nous, c'est vrai que on a grandi, oui, on jouait dehors, mais on a vraiment été embarqués avec le mouvement des technologies. Et du coup, on a été un peu, d'une certaine façon... Bon, nous, j'ai l'impression qu'on est encore une dernière génération à avoir vraiment, par exemple, joué dehors quand on était petit, mais c'est plus le cas des enfants aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'imagine que c'est un style de vie, entre guillemets, qui devrait être enseigné dès l'enfance. Et j'imagine que c'est... Oui, mais ça dépend des conditions urbaines existantes, ça dépend de tellement de choses. Quand tu es complètement dans l'urbain et que toutes les surfaces que tu touches sont lisses, que tous les sols sur lesquels tu marches sont des sols anthropisés, où tu n'as même pas accès à la terre, où tous les arbres que tu vois ont été plantés dans une espèce de cercle, c'est ultra difficile, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les délocaliser, quoi, les amener... Non, c'est un vrai problème de biotope, quoi. On est dans des biotopes qui sont tellement anthropisés, qui sont tellement humanisés, c'est humain, trop humain partout, quoi. Donc c'est compliqué, hein, c'est vraiment... Mais moi, j'essaye de faire, mais on ne fait pas forcément mieux que les autres, hein, tu vois. Moi, aujourd'hui, je suis incapable, ils ont 10 et 13 ans, j'arrive plus à les emmener en balade, tu vois. Alors que ça marchait bien alors qu'on a, en sortant de la tour, on a les sentiers qui sont à 1 minute, quoi. Donc on est dans les Calanques, on est dans le parc des Calanques. La tour où on est, elle est dans le parc des Calanques. Et j'arrive plus à les sortir, là. Il faut que je trouve d'autres choses, il faut que je trouve d'autres idées, il faut que je trouve... Voilà. Et j'ai vu sur le confinement, une des choses qui m'a le plus affecté, c'est de voir que les adolescents avaient bien vécu le confinement, pour certains, parce qu'ils se sentaient protégés dans l'appartement, ils n'avaient pas envie de sortir, tu vois. Alors que j'avais cru, moi, naïvement, que ça serait insupportable pour eux, comme ça l'était pour moi, de ne pas sortir. Moi, je sortais chaque jour faire une rando, tu vois, je ne pouvais pas faire autrement. Et si je sortais pas faire ma rando, je devenais dingue, quoi, tu vois. Et ben eux, non. Voilà. C'est vrai qu'on a donc c'est plus les mêmes rapports au monde. Donc, oui. On a de plus en plus l'habitude de rester enfermé et de vivre le rapport à l'altérité à travers des écrans. Et à travers, à travers les médias sociaux. Ouais. Tout à fait. C'est chaud. Je sais pas si vous voulez rebondir. Peut-être.
Il y a une question qui avait rien à voir actuellement là, mais avant sur le chat, quelqu'un se demandait au niveau de la traduction, est-ce que vous pensez que, enfin disons, quelles sont vos directives quand on se met à traduire un de vos textes? Est-ce que c'est possible finalement de traduire un de vos textes? Ouais, bien sûr. Non, mais ça me fait marrer sur la traduction. Enfin, comme si on n'avait pas traduit des gens infiniment plus brillants et des auteurs infiniment plus compliqués à traduire que les livres que je fais, quoi. Tu vois, va traduire Rilke, va traduire Mallarmé, va traduire. Pourtant, on le fait. Va traduire Joyce, on le fait. Donc, c'est pas un problème. On peut toujours traduire. Après, quel est le degré de pertinence de la traduction? Quel est le degré de restitution de l'esprit originel du texte? C'est un autre problème, mais on peut toujours traduire. Moi, là où j'ai vraiment bossé, c'est sur La Horde du Contrevent qu'on a traduit en anglais. J'ai travaillé avec un poète américain qui est extraordinaire, qui connaît justement très bien Mallarmé, mais aussi Apollinaire, et qui a traduit des auteurs, des poètes contemporains. Et on a fait peut-être 150 heures de Skype sur La Horde, tu vois, parce qu'il traduisait d'abord le chapitre, et ensuite il mettait en gras tout ce qui lui avait posé problème, que ce soit les néologismes, que ce soit des expressions, que ce soit des particularités stylistiques, et on discutait. C'était extraordinaire, c'était génial, parce que le gars est génial. En fait, la seule dimension dont j'avais absolument besoin, c'était quelqu'un qui ait une très haute dimension sensuelle, et qui comprenne que c'est pas l'exactitude du signifié qui compte, c'est l'exactitude du phonème. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec lui sur les systèmes d'assonance, d'allitération, sur la capacité des phonèmes anglais à restituer ce que je voulais moi traduire dans les phonèmes français. Et il a très vite compris, et donc il a fait quelque chose qui est une traduction, je pense, extraordinaire, qui est vraiment une très haute traduction de La Horde. Et parce qu'il a compris que c'était la physique de la langue qui comptait avant même le sens des mots. Et donc des fois, c'est pas parfaitement exact, le sens est peut-être très légèrement dévié ou un peu à côté. Mais par contre, rythmiquement, au niveau de la syntaxe et au niveau vraiment du son pur, il est là. Donc la direction, c'était je m'en fous. À plein de moments, quand il y avait des hésitations, je disais je m'en fous. Ok, c'est pas le sens, mais par contre, c'est la physique. Donc tu gardes la physique et le sens, on s'en fout, quoi. Voilà. C'est pas qu'on s'en fout, on essaie de se rapprocher le plus possible. Mais il y a des moments où tu peux pas trouver le mot parfait. Donc à un moment, il faut sacrifier soit la physique, soit le signifié. Ben, on sacrifie le signifié. Voilà. C'était ça la consigne. Mais il n'y a pas plus de difficulté. Il a même traduit tout le combat de palindrome et très facilement, j'ai envie de dire, en anglais, parce que en anglais, tu fais des palindromes beaucoup plus facilement, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des mots radiculaires de 3 ou 4 lettres, et c'est facile d'inverser dog et god, tu vois, ou d'inverser des... Donc il y a énormément d'inversions très faciles dans les palindromes anglais. Donc il a traduit très très bien et très facilement le combat de palindrome, alors qu'on pensait que c'était l'exploit impossible en trad, quoi, tu vois. Mais il s'est éloigné du signifié. Il a gardé la dynamique de conflit entre les personnages, mais il a traduit autrement, ouais. Du coup, pour conclure, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de l'avoir fait de façon aussi complète. C'est vraiment une chance d'avoir pu vous rencontrer ici. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. C'était cool d'avoir vu que vous aviez bossé autant sur les textes et tout. Ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.